Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 17 décembre, les tractations entre sénateurs et députés pour trouver un compromis budgétaire. C'est vendredi que la commission mixte paritaire se réunit. Le Parti socialiste réclame 10 milliards de recettes supplémentaires. On voit mal les LR leur accorder. Sébastien Lecornu a-t-il encore une marge de manœuvre? Que coûterait l'absence de budget au 31 décembre? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, le grand scandale des violences sexuelles contre les enfants en milieu scolaire et périscolaire. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année en France. Un enfant tué tous les 5 jours par ses parents ou ses propres parents. On a vu aussi des personnes de 9 ans qui se suicident. Ces chiffres-là, ils sont alarmants. Derrière, il n'y a pas vraiment de réaction politique d'ampleur. Comment faire émerger une vraie culture de protection des enfants? Qui contrôle les embauches dans les milieux périscolaires? Faut-il rendre ces crimes sexuels imprescriptibles? Ne ratez pas l'analyse de nos experts sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions grâce à notre QR code qu'il suffit de flasher. Vous pouvez notamment réagir à cette actualité budgétaire. Le compte à rebours touche à sa fin et les esprits s'échauffent. Jérôme Rabier. Le gouvernement doit se plier en 6 pour que le Sénat et l'Assemblée se mettent d'accord sur le budget. Voilà le message passé par Sébastien Lecornu en Conseil des ministres. Avec un bémol, le gouvernement n'est pas présent à la commission mixte paritaire qui se tiendra vendredi et peut-être samedi pour tenter de rédiger une copie commune. Il faut donc que sénateurs et députés se rapprochent. Il est urgent que l'Assemblée et le Sénat se parlent. L'Assemblée ne peut pas faire comme si le Sénat n'existait pas, mais le Sénat ne peut pas faire comme si l'Assemblée n'existait pas. Le Sénat ne peut pas faire comme si l'Assemblée n'existait pas. Mais les sénateurs de droite sont remontés. Et tout au long des questions au gouvernement, ils ont dénoncé les propos du ministre Lescure qui avait accusé lundi les sénateurs d'avoir eux aussi creusé le déficit lors de l'examen du budget. Le patron du groupe LR a donc interpellé le Premier ministre. Plutôt que de vous ériger en censeur, comme l'a fait le ministre de l'économie, allez-vous réellement nous proposer et mettre sur la table de nouvelles sources d'économie? Je vous remercie. Sébastien Lecornu a rappelé que si le Sénat a voté un budget lundi, cette version ne serait pas votée telle quelle par l'Assemblée et qu'il fallait donc bouger avant d'inverser les rôles et d'interroger le sénateur. Quels sont les éléments de compromis qui peuvent bouger? Quels sont les éléments de fond que le groupe Les Républicains peut mettre sur la table, qui permet aussi aux autres groupes de cet hémicycle ou de l'Assemblée nationale d'avancer? Parce qu'une fois de plus, un texte pour la nation nécessite que chacun fasse un pas. Mais pour la majorité de droite et du centre au Sénat, le gouvernement a déjà trop lâché à la gauche pour obtenir son vote sur le budget de la Sécu. Alors désormais, Sébastien Lecornu doit assumer et s'il le faut, passer en force. Je vous invite à être responsable et à utiliser le 49.3. C'est la seule solution pour rendre possible ce qui semble aujourd'hui impossible. Une option toujours rejetée par le Premier ministre qui veut un budget de compromis voté au Sénat comme à l'Assemblée, avec un déficit limité à 5% du PIB, et tout cela avant la fin de l'année. Effectivement, c'est l'heure du Money Time pour ce budget. On en débat tout de suite avec Bruno Cotrez. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Anne Muxel de ce livre « Le vote sans issue, chroniques électorales 2024 aux presses universitaires de Grenoble ». Valérie Lecap, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue, éditorialiste au quotidien Le Journal.info. Tam Tranui. Bonsoir Tam, Bonsoir Thomas. qui cavale d'un studio, d'un plateau à l'autre, directrice adjointe de la rédaction en charge du parlementaire. Merci beaucoup. Je suis toujours transparent avec nos téléspectateurs. On a un invité qui est dans les bouchons, qui va arriver. Donc vous faites la première partie du débat. Ben voilà. C'est super sympa parce que vous avez suivi de près les échanges qui étaient souvent tendus d'ailleurs. Je suis pas complètement incompétente sur le sujet. On peut dire ça comme ça. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public. Le Money Time. Vous n'êtes peut-être pas fan de sport comme moi, mais c'est ce moment, ces dernières minutes des matchs où les matchs se jouent, où les tensions s'exacerbent. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. En langage parlementaire, ça s'appelle la commission mixte paritaire. Bruno Cotrez, elle démarre vendredi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Ça discute, ça négocie entre les partis politiques, le gouvernement. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de tension, on l'a vu aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça continue beaucoup à discuter. Les acteurs qui se sont, au fond, pris au jeu de cette recherche de compromis ont avancé des pions chacun, donc qui continuent pour le moment. C'est toujours la même histoire. Il s'agit pour aucun d'apparaître comme le perdant ou comme celui qui aurait trop fait de concessions, parce qu'en toile de fond, il y a quand même toujours le même sujet. On va arriver en 2026, il y a des élections municipales, il y a des électeurs qui vont attendre qu'on leur explique ce qui s'est passé, qui demandent des comptes. Donc voilà, donc les différents acteurs continuent de négocier, mais on voit que chacun a commencé maintenant à poser des limites beaucoup plus nettes que sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Beaucoup plus nettes. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué sur le projet de loi de finances, sur le budget de l'État. Est-ce que c'est le PS qui apparaît vainqueur du bras de fer ou des compromis autour justement du budget de la sécurité sociale, Valérie Lecable? Et est-ce que ça explique aussi les tensions du côté des Républicains, ici notamment au Sénat? Oui, tout à fait, Thomas. C'est-à-dire qu'il est très clair que la droite, on va dire au sens large, on va inclure Renaissance, Horizon, le MoDem, LR, pas le RN, évidemment, considère que Sébastien Lecornu a donné beaucoup trop à la gauche sur le PLFSS. Cela dit, on les comprend. Hein. C'est vrai que quand on regarde le cumul de tout ce qu'ils ont obtenu, objectivement, ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est une fois ça va, et encore, on l'a quand même là, mais 2 fois, ça passera pas. Oui, mais sauf qu'on a le PS qui réclame 10 milliards de recettes supplémentaires. Oui, en faisant ça, ils rendent le compromis quasi impossible. Quand même. Mais le PS est dans la situation suivante, c'est que le PS ne peut pas voter pour le budget. Enfin, ça serait vraiment absolument... La seule chose qui est en train de se discuter à gauche, c'est l'abstention. L'abstention, elle permet de baisser le niveau du pour. Moi, j'ai fait le calcul à la louche. Vous additionnez tout ce qu'on appelait le socle commun, c'est-à-dire ceux que je vous ai mis, les LR, l'abstention du Parti socialiste et les écolos et le Parti communiste qui votent contre, parce que les écolos et le Parti communiste vont voter contre, il manque une trentaine de voix quand même. Hein, là, si Sébastien Lecornu s'entête à ne pas vouloir utiliser le 49.3, contrairement à ce que lui réclament tous les jours les députés, les sénateurs, absolument tout le monde. Pas tous, mais bon. Non, mais on y reviendra au 49.3. Mais une bonne partie. Ouais. Il faut qu'il aille chercher au moins 30 voix supplémentaires par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la gauche ne votera pas le budget, donc il faut qu'il négocie à droite. Il ne peut plus renégocier à gauche. Ça ne marchera pas. Ils ne voteront pas. Ou alors il faudrait lâcher tellement que c'est juste inimaginable pour la droite. Donc il peut négocier avec la droite sur le budget, mais même en faisant ça, il lui manque des voix. Tam Tranu, vous qui suivez ces débats, pas seulement aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, on parle de Money Time, c'est vraiment ça qui est en train de se jouer, quoi. C'est vraiment les heures cruciales. Les heures cruciales, et vous l'avez dit, un moment de tension exacerbée cette semaine. Ça s'est résumé avec un chiffre ce lundi. Ce chiffre, c'était 5,3% du PIB, le chiffre du déficit. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Il a dit... C'est le résultat de la copie du Sénat. Et cela a mis infiniment la majorité sénatoriale en colère, qui estime, elle, avoir rendu une copie responsable et impute effectivement l'ensemble du dépassement au budget de la sécurité sociale, qui a donc été adopté hier définitivement à l'Assemblée nationale. Ça dépend comment vous le prenez. Vous pouvez soit considérer qu'on a trop donné à la gauche, ou on peut aussi considérer que la droite n'a pas suffisamment coupé dans les dépenses ou a elle-même réduit le nombre de recettes. Donc vous voyez, chacun évidemment a sa vision des choses. Et aujourd'hui d'ailleurs, effectivement, on a continué à avoir la tension énorme qu'il y avait dans l'hémicycle. Et ce que vous disiez, quand vous disiez, en fait, potentiellement, il peut y avoir le budget donc, de la sécurité sociale qui a été voté avec la gauche, et le budget doit être voté avec la droite. Mais quand vous voyez le niveau de tension là qu'il y a eu dans l'hémicycle avec la droite, vous dites que c'est quand même vraiment pas du gâteau pour la commission mixte paritaire. Je vous redonne la parole tout de suite, mais on va le résumer, ce niveau de tension. On aurait pu passer 10 minutes à vous montrer les échanges, parce qu'il y a eu une succession de questions de sénateurs, effectivement, du groupe LR, avec quelqu'un qui était au centre de la cible, c'est le ministre de l'économie, c'est Roland Lescure. On a choisi un échange, c'est la sénatrice Christine Lavarde et la réponse du ministre de l'économie. Vous allez voir, c'est tendu. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quelle est votre définition d'un homme politique responsable ? S'il vous plaît, laissez le ministre répondre.
Merci, Monsieur le Président du Sénat. J'ai eu l'impression, quelques minutes, de me retrouver pas très loin d'ici, à l'Assemblée nationale, mais c'est bien la Chambre haute que je suis. Je voudrais remercier la sénatrice Christine Lavarde, qui, par sa question, me permet de répondre à des interpellations multiples présentées aujourd'hui sur au moins deux de ces bancs concernant mon intervention de lundi soir. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs les sénateurs, ça fait 8 ans que je suis élu ou membre de gouvernement et j'ai toujours souhaité répondre aux interpellations, quelles qu'elles soient, de quelque chambre qu'elles soient, avec respect, franchise, sincérité et conviction. Et si vous avez entendu, Madame la sénatrice, que je jugeais quiconque d'irresponsable, c'est soit que je me suis mal exprimé, soit qu'on est dans des dialogues aujourd'hui qui sont des dialogues de sourds que je regrette. Parce que on termine, Tam, lundi, Roland Lescure avec traiter les sénateurs LR d'irresponsables en quelque sorte. Plus ou moins, voilà. Il a dit d'ailleurs, Houston, on a un problème, c'est ce fameux déficit et c'est le résultat de votre copie que vous venez d'adopter. C'était ce qu'il avait dit à l'issue du vote du Sénat sur le budget 2026. Vous vouliez prendre la parole, Valérie, donc je vous la donne et ensuite Bruno Cotteret. Non, mais je voulais quand même dire qu'il n'a pas tort, Roland Lescure. Il n'a pas tort de deux façons. C'est-à-dire, enfin, il a raison parce que. C'est pareil que de décidez-vous. Moi, c'est pas moi qui vais choisir à votre place. Non, mais là où il a raison, c'est que les sénateurs ont enlevé quasiment toutes les augmentations d'impôts, que ce soit sur les entreprises, sur les revenus, etc. Donc effectivement, ça a enlevé un paquet de recettes. Oui. Mais là où les sénateurs ont raison, pardon, je retombe sur mes pattes, c'est de dire ils ont tellement donné sur le PLFSS. Sur la sécurité sociale. Ils ont tellement donné à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé, ils sont à 24 milliards de déficit alors qu'ils visaient 17 et qu'il y a un transfert de l'État de 4,5. Donc ces 4,5, il va falloir aller les récupérer sur le budget si on prend l'enveloppe globale avant d'avoir commencé le budget qui est déjà largement au-dessus de l'objectif. Donc on est dans une équation. On y reviendra avec Jean-Sébastien sur ce chiffre tout à l'heure. Faites pas votre édito tout de suite, Jean-Sébastien. L'équation, elle est complexe. Vous vouliez prendre la parole, un mot rapide. Oui, je pense que c'est la facture de l'habileté de Sébastien Lecornu en quelque sorte, parce que là chacun se reporte la culpabilité ou la charge de ce mauvais budget sur les autres, parce que personne ne songe en quelque sorte à l'imputer à Sébastien Lecornu lui-même. Regardez, la semaine dernière, il s'est bien gardé d'aller dans un 20h au soir du vote du projet de loi de finances sur la sécurité sociale, parce qu'il fait comme si c'était la victoire du Parlement et ou sa défaite, parce que chacun le voit de la manière dont il le veut. Et donc oui, cette espèce de tir croisé, ça montre que d'habitude dans un débat budgétaire, c'est sur le gouvernement qu'on tire. Là, ça n'est plus sur le gouvernement. Et ça pose effectivement, Bruno Cotteret, la question de sa marge de manœuvre, qui est peut-être encore plus... Il a commencé en disant que... c'est pas un mandat, mais en arrivant à Matignon, que c'était le Premier ministre le plus faible de l'histoire de la Ve République, mais là, il est peut-être encore plus faible qu'il ne l'était. Il y a effectivement le problème de marge de manœuvre, et il y a aussi, surtout, je dirais, le problème de lisibilité, de qu'est-ce que ça nous dit, au fond, tout ceci? Est-ce que ça nous dit que la situation du pays est moins grave que ce qu'on ne pense, puisqu'on peut soit supprimer des recettes, soit augmenter des dépenses. Voilà. Est-ce que ça nous dit que c'est une rustine sur une roue avec beaucoup de trous, qu'on trouve des solutions temporaires parce qu'il faut trouver un compromis pour faire adopter techniquement, on va dire, une loi de financement de la sécurité sociale. Et je pense que c'est surtout la principale question que Sébastien Lecornu va devoir aborder dès qu'il sera sorti un petit peu de ce tunnel. Donc, au fond, quel est le legs de tout ceci? Quelles sont les projections économiques et budgétaires pour les 2 ou 3 ans qui arrivent? Est-ce que ce qui vient d'être décidé nous garantit un bon maintien de notre dette, ou au contraire, voilà, où est-ce qu'on va? Je pense que le Premier ministre, normalement, il devrait être dans son rôle de dire un peu des choses là-dessus. Lui et le chef de l'État devraient être dans leur rôle de nous dire des choses là-dessus, parce que l'opinion regarde, elle est inquiète, elle prend intérêt pour tous ces débats parlementaires, mais surtout elle est inquiète de l'addition qui se présente.
l'opinion et nos téléspectateurs, téléspectatrices qui ont intégré vraiment la notion de commission mixte paritaire. Deux questions. Bénédicte Saint-Sébastien de Morsan, à quoi ça sert de réussir une CMP si le texte est ensuite invotable à l'Assemblée? Tam, préparez-vous, c'est vous qui allez répondre. Et puis André qui nous écrit de Nancy, si l'Assemblée n'a même pas réussi à se mettre d'accord sur un texte, est-ce que la CMP, la commission mixte paritaire, n'est pas perdue d'avance? Tam. Alors, quand on demande aux parlementaires, ils se disent que la commission mixte paritaire, elle va durer soit 15 minutes, soit 2 jours. Alors, plus ça dure, plus ça sera bon signe. Ce n'est pas complètement impossible que cette commission mixte paritaire aboutisse. D'ailleurs, vous avez commencé là-dessus. Il y a énormément de réunions en ce moment. Je peux vous dire que les 2 rapporteurs du budget au Sénat et à l'Assemblée, c'est rigolo, ils sont tous les 2 LR, Jean-François Husson et Philippe Juvin passent leur vie ensemble. Voilà. Ils sont en train de tout discuter, que Sébastien Lecornu hier a reçu les députés, que ce soir, il va passer du temps avec les 2 rapporteurs du budget. Tout ça, c'est la préparation d'une commission mixte paritaire. On ne fait pas tous ces efforts si on pense que c'est impossible que ça aboutisse. D'accord, donc ça c'est un première chose. Mais ensuite, la deuxième chose, le vote. L'autre question, c'est pas parce qu'on a une commission mixte paritaire conclusive que ça va passer à l'Assemblée derrière. Non, ce n'est pas du tout sûr. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que Michel Barnier était tombé l'an dernier. Rappelez-vous, il avait mis un 49.3 et derrière, il y avait eu une censure. Donc ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qui doit se jouer? Effectivement, on doit essayer de dealer l'abstention des socialistes, parce qu'on ne peut pas avoir leur vote favorable. Ça, c'est, politiquement trop engageant déjà lors de la commission mixte paritaire. Et l'autre sujet, l'un des scénarios possibles, c'est également d'arriver à dealer le fait qu'ils ne voteraient pas la censure pour que la censure n'aboutisse pas mardi prochain. C'est ce qu'évoque, en tout cas, une partie du socle commun, ce qu'ils espèrent. Ça nécessite le 49.3, on est d'accord? Oui, ce qui veut dire passer par un 49.3. Passer par un 49.3 mardi prochain et demander aux socialistes de ne pas les censurer. J'allais ouvrir le chapitre 49.3 en donnant la parole à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui était chez nos confrères de France Inter ce matin. Elle n'en veut toujours pas. La seule option qui m'importe, c'est que le Parlement puisse continuer à débattre et voter au bout du compte. Moi, je suis très opposée à l'utilisation, à quelques moments que ce soit, du 49.3 sur le vote du budget. J'entends des voix qui s'expriment. Même si ça permettait d'accélérer les choses et de passer à d'autres sujets en janvier-février. Mais oui, mais dans une démocratie, je pense que le Parlement doit pouvoir dialoguer, débattre et voter. Le gouvernement l'a dit à de très nombreuses reprises. Il a eu raison sur le PLFSS. Continuons dans cette voie-là. Depuis des semaines, Valérie Lecalde, vous dites, notamment ici, tout ça finira par un 49.3. Vous y croyez toujours? Je reconnais que je suis surprise par l'entêtement de Sébastien Lecornu. C'est-à-dire, je pense que si on écoute les parlementaires, j'y crois à fond. Parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller et que pour eux, le plus simple, c'est de ne pas voter la motion de censure. Voilà. C'est plus facile de ne pas voter une motion de censure que de voter pour un budget. Mais Sébastien Lecornu nous surprend objectivement. Le fait qu'il ne lâche toujours pas, que Yael Braun-Pivet ne lâche toujours pas, montre quoi? Que donc cette commission, cette CMP, soit elle est conclusive, soit elle n'est pas conclusive. Si elle n'est pas conclusive, de toute façon, il est obligé d'aller à la loi spéciale. Le problème, c'est que la loi spéciale, c'est quand même extrêmement grave. Et je pense qu'il peut encore continuer à jouer là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi c'est grave? C'est grave parce que ça reporte à janvier et février les choses, ça ne règle rien. C'est-à-dire qu'on recommence le même bazar à la rentrée. Il y a des budgets qui ne sont pas votés, par exemple les dépenses militaires ne sont pas votées. Donc ça retarde les crédits militaires, ça retarde tous les investissements de tout le monde. Vous savez très bien que l'économie est en panne en ce moment, que les chefs d'entreprise n'en peuvent plus de cette situation et que la perte de confiance de l'opinion, du monde économique, etc., coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est un repoussoir très très fort pour essayer d'éviter cette loi spéciale. Si jamais il avait une CMP conclusive, ce qui est une possibilité minoritaire, mais néanmoins une possibilité étant donné tout ce qu'ils mettent dans la bataille pour ça. Ça veut quand même dire qu'il faut aller au vote derrière. Et si on fait les comptes, on sait que LFI et RN sont contre. On sait qu'avant qu'ils aillent chercher les écolos et le Parti communiste, c'est très compliqué. Et on sait que le PS peut éventuellement s'abstenir et qu'il faut que la totalité du socle commun et de LR vote pour. Or, il est plutôt fragmenté. Lui. Donc c'est quand même
extrêmement compliqué. Alors, ce qu'il va aller il manque 30 personnes. Oui, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment il va aller les chercher? Oui, effectivement, ça peut être député par député. Bruno Cotresse, il y a quand même un risque politique que Sébastien Lecornu ne veut peut-être pas prendre en réutilisant ou en utilisant le 49.3, en revenant sur sa promesse de ne pas c'est là où on voit que l'argument « je ne veux pas utiliser le 49.3 », il est à plusieurs détentes. Il y a un argument qui est peut-être un argument, même sans doute, un argument de conviction. On a entendu la présidente de l'Assemblée. Il faut, au fond, on a des nouveaux super convaincus du débat parlementaire. Je ne doute pas qu'il l'était avant. C'était quand même la présidente de l'Assemblée nationale. Donc évidemment que sa parole est importante sur l'importance des débats parlementaires. Mais voilà, il y a sans doute beaucoup de sincérité sur le fait qu'ils ont pris goût à ce débat parlementaire. Le 49.3 a très mauvaise presse dans l'opinion aussi. Personne ne veut endosser le rôle du méchant, au fond, sur l'utilisation du 49.3. Et puis une dimension tactique qui est que dégainer le 49.3, c'est s'exposer à un risque. Oui, évidemment, parce que même si effectivement on peut imaginer que les socialistes s'abstiennent, c'est pas gagné. S'il y a 49.3, il n'y a pas de censure. Oui, enfin bon, il y en a d'autres qui ont fait le pari et ils ne sont plus à Matignon. Donc ça s'expose à un risque, évidemment, et personne n'a les moyens de prendre ce risque aujourd'hui, ni les oppositions qui ont joué le jeu du dialogue avec le gouvernement, ni encore moins les macronistes. Jean-Sébastien ? C'est vrai que Sébastien Lecornu conduit sans doute sur une route verglacée, mais d'une certaine manière, c'est quand même comme s'il voulait limiter le risque au maximum. Vous l'avez dit, il y a un risque d'image à être celui qui endosse le chapeau du 49.3, donc probablement il va faire en sorte qu'on le lui réclame le plus largement possible en disant « bah oui, regardez, j'y suis finalement contraint », et par la même opération, ça limite aussi le risque de censure. Je ne crois pas qu'il y aura de censure, mais ça limite aussi le risque de censure parce qu'il aura certainement obtenu des garanties de différents partis concernés par le vote avant potentiellement d'y recourir. Oui, avec une autre dimension, Tam, qui est quand même les municipales. C'est-à-dire que vous avez fait référence à la loi spéciale. Enfin, ça veut dire qu'on repart dans des débats budgétaires en janvier, février, en pleine campagne des élections municipales. Ça peut rentrer dans l'équation le fait qu'une partie des parlementaires, députés ou peut-être plus les députés, mais aussi les sénateurs n'ont pas envie d'avoir cette, plus que ça, cette conjonction de calendrier. C'est ouvertement invoqué par certains parlementaires qui disent non, on ne souhaite pas effectivement devoir être encore en train de débattre du budget au mois de janvier, alors que on sera déjà la tête dans les municipales. En plus, effectivement, nos électeurs aussi peuvent nous en vouloir de cette instabilité. Il y a un certain nombre de Français, on l'a dit, les milieux économiques et pas seulement, mais prenez les collectivités, elles ont quand même un petit peu besoin de connaître, de savoir à quelle sauce elles vont être mangées afin de construire leur budget. Donc effectivement, les municipales, c'est vrai que ça peut en freiner un certain nombre. Et puis il y en a beaucoup aussi qui disent qu'est-ce qu'on va régler au mois de janvier qu'on n'aura pas réglé au mois de décembre. La situation politique, ce sera la même. On va pas réussir à renverser la situation politique au mois de janvier, sachant que la loi spéciale, ça coûte 10 milliards. C'est pour ça que la logique, c'est le 49.3. On y revient. Avec peut-être une dimension de l'opinion. Est-ce qu'elle en a marre qu'on parle de budget? Oui, sans aucun doute. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder, merci d'ailleurs. Mais sans aucun doute, le sentiment d'être perdu, de ne plus rien comprendre, d'être dominant dans l'opinion. Il y a peut-être aussi une autre dimension chez le Premier ministre, l'idée de permettre au chef de l'État, le 31 décembre, de nous dire, vous voyez, finalement, depuis la dissolution, je n'ai cessé de réclamer que les forces responsables se mettent autour de la table et trouvent ensemble des solutions pour permettre à Emmanuel Macron de rebondir sur ces bonnes nouvelles qu'aurait été l'adoption des 2 budgets. Effectivement. Alors, on va parler de ce budget quand même de la sécurité sociale, ce PLFSS adopté. Alors, ça a été quand même perçu comme un grand pas politique dans cette séquence dans laquelle on a le sentiment que tout le monde est enlisé. Mais Jean-Sébastien, il y a quand même quelque chose qui vous dérange dans ce satisfecit, c'est le chiffre. Ce chiffre du déficit de la Sécu. Oui, parce que ce chiffre, on l'a évoqué tout à l'heure, il est de un peu plus de 24 milliards d'euros. Et on l'a dit, il a été aggravé, c'était initialement censé être 17 milliards et demi. Le problème, c'est que la vérité, c'est beaucoup plus. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'experts des finances publiques, Jean-Pascal Beaufret, par exemple, qui a été directeur du Trésor. Mais pour bien comprendre, imaginez qu'on parle de votre budget familial. C'est comme si vous me disiez, regardez, à la fin du mois, je n'ai un découvert que de 100 €, en oubliant de me préciser que vos parents vous ont donné un peu d'argent, que vous avez piqué dans la tirelire de vos enfants et que vous avez fait des transferts depuis vos livrets. Pour obtenir un prêt à la consommation, ça ne fait pas exactement le même visage de vos revenus. C'est exactement ce qui se passe pour la sécurité
sociale en réalité. On nous dit que c'est 24 milliards et demi. Le déficit réel, il est plutôt à 94 milliards. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une espèce de mensonge de 70 milliards. Ça représente 59%, près de 60% du déficit global de la France qu'on estime à 160 milliards. Donc on peut parler de béquilles. Comment ça marche? Ces béquilles utilisées par l'État pour masquer une partie. Exactement. Il y a différentes béquilles. Déjà, il y a ce qu'on appelle les subventions d'équilibre. C'est-à-dire que l'État peine tellement en réalité, et pas seulement l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux, un certain nombre d'organismes publics aussi, à payer les retraites des fonctionnaires qu'il fait des transferts. Alors dans les comptes de la Sécu, c'est compté comme une recette. Sauf que pour l'État, ça reste quand même un déficit, parce que c'est de l'argent qui vient d'ailleurs dans le budget de l'État. Les surcotisations de l'État, elles sont à 82%, là où pour un salarié classique, c'est 17%, les cotisations retraite. Après, il y a aussi un brouillage dans les comptes depuis les années 90. Ça fait depuis les années 90, globalement, qu'on a un vrai problème de déficit de la Sécu. Et on fait des tours de passe-passe d'une branche à l'autre. Par exemple, la branche maladie passe 8 milliards aux hôpitaux. La branche autonomie couvre 6 milliards d'euros d'aide, d'aide sociale des collectivités locales, et bref, et ainsi de suite. Et donc, on est dans une opacité absolue, et ça nous dit quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé sur le déficit de la Sécu, des problèmes de soins, des problèmes d'hôpitaux, des problèmes de remboursement de médicaments, de trajets en taxi. On a un vrai sujet, c'est essentiellement les retraites. Et le fait qu'on n'ait pas un budget qui soit très clair, ça nous cache le fait que l'État ne gère que 37% en réalité des dépenses. Et donc, j'ai bien compris le poids des retraites, essentiellement, et notamment des retraites de la fonction publique, qui creuse ce trou immense. Alors, pourquoi, selon vous, ce manque de transparence, là, il est délétère, dangereux pour notre avenir ? Parce que c'est comme, pour prendre une autre image, c'est comme si un médecin décidait de vous soigner sans avoir fait une radio, et qu'on vous mettait un pansement alors que c'est une fracture. Ça risque pas de traiter la bonne cause. Si vous n'arrivez pas à identifier vraiment où sont les puits, en quelque sorte, où file l'argent, vous ne risquez pas de les combler. C'est inquiétant aussi parce que ça inquiète les gens qui prêtent de l'argent à la France, ce qui fait qu'on emprunte déjà à des taux supérieurs à la Grèce ou au Portugal. C'est-à-dire que si les investisseurs pensent que nous ne sommes plus capables de dire la vérité, et au-delà de ça, qu'on finit par s'y noyer nous-mêmes, parce qu'un gouvernement, il sait ce qu'il fait, mais quand ça fait 40 ans que vous le faites, en fait, la poussière sous le tapis, plus personne ne maîtrise vraiment là où on en est. Et tout ça, dans un contexte, je vous le disais, c'est le poids des retraites, le vrai sujet du déficit de la Sécu. Mais en 2005, les plus de 65 ans, c'était 16% de la population. D'ici 40 ans, ça va doubler, ça sera 30%. Donc on ne peut pas continuer à avoir ce manque de transparence, au-delà du fait que la sincérité budgétaire, même si c'est un concept un peu différent, est un principe à valeur constitutionnelle, et qui serait quand même grand temps que, enfin, pour parler de transparence démocratique, de responsabilité du Parlement, que nous sachions regarder la réalité en face. Merci beaucoup. Votre avis sur ce déficit caché, Bruno Cotrez? Je n'ai pas travaillé le dossier au plan technique, donc je ne me prononcerai pas sur le fond. Par contre, il y a un vrai sujet, qui est un sujet, Jean-Sébastien vient vraiment de conclure là-dessus, un vrai sujet de confiance de la population dans la statistique d'État, la statistique publique. L'ancienne députée Karine Berger, qui est maintenant secrétaire générale de l'INSEE, vient de publier un livre sur ce problème français, la défiance dans la connaissance scientifique, la défiance dans les chiffres. Les gens ne croient pas dans les chiffres qu'on leur publie, évidemment. Si ce qui vient d'être dit était tout à fait avéré, ça va, ça l'est. C'est comment on appelle les choses, voilà, mais on peut décider d'appeler subvention pour la production dans le pays, d'un haut niveau de confiance dans la parole de l'État et dans la sincérité de la parole de l'État, parce que, évidemment, l'exemple doit venir d'en haut. Donc si les chiffres qui viennent d'en haut ne sont pas corrects ou prêtent à discussion sur leurs modalités de calcul, à ce moment-là, il faut expliciter les modalités de calcul, mettre sur la table qu'il y a différents points de vue, que d'autres experts prononcent d'autres chiffres, et alimenter le débat public sur la base de bonnes connaissances. Oui, parce qu'on pourrait se dire que c'est un vrai débat de présidentiel. Mais bien sûr. J'espère que ça en sera un beau sujet. Le modèle social français, est-ce qu'on peut encore l'assumer, mais encore faut-il partir de chiffres sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord. Valérie Lecap, votre avis? Jean-Pascal Beaufret, ça fait longtemps qu'il tire la sonnette d'alarme. Il n'est pas le seul à le faire, publie des rapports sur ce sujet. Et quand on regarde le détail, il dit quoi en gros? Il dit on a deux gros boulets en France, les retraites et la santé. Et
ces boulets augmentent pour toutes les raisons dont on parle tout le temps. J'imagine que vous avez traité cette histoire de démographie, qu'il y a moins de gens qui travaillent pour payer plus de gens qui vivent de plus en plus longtemps, qui sont à la retraite et qui sont de plus en plus malades parce qu'ils sont de plus en plus âgés. Donc ça, ce débat de fond, c'est un débat absolument fondamental qui est important et qu'il faut prendre en compte parce que c'est l'avenir du modèle social français qui est en jeu. Effectivement, vous avez raison. Est-ce qu'une population active réduite qui travaille sur un temps réduit, qui commence à travailler tard, qui termine tôt, a les épaules pour financer cette masse de gens qui sont retraités et qui ne sont pas en bonne santé? C'est un débat philosophique de fond. Après, sur le détail des chiffres, excuse-moi, cher Jean-Sébastien, je suis un petit peu dubitatif parce que ce qui compte, c'est la dynamique, en fait. C'est-à-dire que pour trouver ça, il remonte à des subventions qui sont admises depuis 30 ans, 40 ans. On fonctionne... Attends, je termine juste une seconde. On fonctionne depuis extrêmement longtemps de cette façon-là, avec des quotaires sur des jambes de bois, effectivement, et avec des subventions par-ci et des subventions par-là. Mais c'est l'ensemble de l'État français, c'est l'ensemble de l'administration française qui est dans cette situation-là. Donc, il me semble, moi, plus logique de comparer des dynamiques. Effectivement, la dynamique, pour moi, c'est le chiffre qu'avait donné la Cour des comptes, effectivement, et c'est pas ce chiffre de 97 milliards qui est exagéré. Non, mais il n'est pas exagéré. Non, mais pour qu'on comprenne, mais c'est très technique, en fait. Non, mais ça n'est pas très technique. Mais l'esprit général est intéressant. Qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que ça ne change pas le déficit global. Simplement, ça n'est absolument pas la même chose de savoir si c'est le déficit de l'État, parce qu'il y a trop d'autorités administratives indépendantes, ou qu'il y a trop de fonctions. Ben non, Valérie, je crois que les gens ne l'ont pas justement beaucoup compris, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que précisément, si on supprime, je sais pas quoi, les autorités administratives indépendantes, on va faire des économies. Le cœur de nos déficits, c'est le déficit de la Sécu. Et donc ne pas assumer, dire il n'est qu'à 24 milliards alors qu'il est à 94, ça change quand même ce qu'on perçoit. Et les retraites des fonctionnaires aussi, parce qu'on peut mettre c'est inclus, c'est inclus. Oui, c'est ça, mais c'est inclus dedans. On a l'impression que c'est une sorte de non-dit. Et donc on ne traite pas du tout le sujet de la même manière selon le diagnostic qu'on fait. Et puis ensuite, on va donner la parole à Quentin Calmet pour parler fraude fiscale. Tam. Moi, ce qui me frappe, c'est que le débat sur les chiffres et les désaccords sur les chiffres, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans le débat parlementaire, notamment le débat sur les retraites. Ça a été extrêmement clair. On avait des parlementaires qui étaient tous membres de la MEX, la mission d'évaluation de la sécurité sociale, qui étaient capables de ne pas du tout être d'accord sur les mêmes chiffres, certains tirant la sonnette d'alarme, d'autres disant au contraire, mais pas du tout, ça va se rétablir, c'est des raisons démographiques. Effectivement, je trouve ça extrêmement compliqué de réussir à avoir un débat politique serein quand on part de chiffres sur lesquels personne n'est d'accord. On a vu ça là-dessus. On a découvert quand même sur les aides publiques aux entreprises que personne n'était d'accord sur les chiffres non plus. Enfin, toutes les commissions d'enquête qu'on a eues sur les chiffres, finalement, on se dit que c'est un vrai sujet d'enquête assez fondamental, effectivement, pour avoir un peu de transparence pour le citoyen, parce que c'est aussi ça qui est absolument essentiel aujourd'hui dans le débat public. Avec un organisme qui est quand même chargé de nous éclairer sur ces comptes publics, c'est la Cour des comptes. On va justement en parler avec Quentin Calmet tout de suite à propos de fraude fiscale. Bonsoir Quentin, bienvenue à vous. Puisque la Cour des comptes a publié, c'était hier, un nouveau rapport sur ce thème de la fraude fiscale. Voilà, le thème de la fraude fiscale qui est omniprésent dans le débat public. Et pourtant, force est de constater que la lutte contre la fraude ne s'améliore pas en France. C'était le constat de Pierre Moscovici, premier président de la Cour hier. La fraude fiscale reste un phénomène mal cerné, mal chiffré, mal traité, pointe ainsi la Cour des comptes. La connaissance de l'ampleur de la fraude commise n'a pas progressé même ces dernières années, lit-on dans le rapport. Les résultats financiers du contrôle fiscal en droits rappelés et pénalités, à hauteur de 20 milliards d'euros en 2024, peinent à retrouver leur niveau du milieu des années 2010, dit ainsi le rapport, et à rebours de l'intention affichée du législateur. La fraude fiscale n'est ni plus fréquemment, ni plus durement sanctionnée qu'il y a 10 ans. Les sommes réellement récupérées par le fisc ont même eu tendance à légèrement diminuer, passant de 12,2 milliards d'euros en 2015 à 11,4 milliards d'euros en 2024. On a vu donc hier une forme de frustration de la part du premier président de la Cour des comptes, l'administration fiscale en France qui n'est pas capable de chiffrer précisément le niveau de la fraude fiscale. Cette absence d'estimation représente, je cite, une carence
regrettable. Et on se demande logiquement si l'administration cherche vraiment à intensifier cette lutte contre la fraude fiscale. Oui, c'est vrai, on se le demande. En tout cas, les moyens alloués au contrôle ont baissé ces 10 dernières années. Les effectifs affectés au contrôle fiscal ont ainsi diminué de 19% entre 2015 et 2024. La Direction générale des finances publiques qui a tendance à privilégier du coup des contrôles ciblés, à se recentrer sur des projets à fort enjeu. C'est ce que notent les auteurs du rapport de la Cour des comptes dans ce rapport présenté hier. Et alors dans le même temps, il y a le gouvernement qui fait voter un texte pour renforcer justement la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Voilà, il a été présenté ce texte effectivement au même moment que les budgets de la sécurité sociale et le budget de l'État. Le texte a été même adopté mi-novembre par les sénateurs. Il doit l'être mi-janvier, en tout cas examiné par les députés. Il s'agit d'une série de mesures techniques pour améliorer la lutte contre la fraude au fisc, mais aussi celle aux cotisations et prestations sociales. Je finirai par ce chiffre, Thomas. La fraude sociale qui représenterait 13 milliards d'euros par an selon l'estimation du Haut Conseil du financement à la protection sociale. Et je veux bien qu'on revoie cette photo, allez derrière vous, cette photo du grand paquebot de Bercy, là, Bruno Cotresse, avec une question sur l'opacité. Ça rejoint ce que disait Tam à l'instant sur les subventions aux entreprises, cette quasi-incapacité de l'administration de Bercy de donner une réponse. Là, c'est la même chose pour la Cour des comptes et la fraude fiscale. C'est vrai que quand on entend qu'une grande administration qui est aussi puissante, dotée d'autant de moyens humains, technologiques. On parle de la forteresse Bercy, on la voit là, à l'image. On est toujours un peu surpris de voir l'incapacité à chiffrer, à peser les faits. Une époque, on disait aussi que plusieurs administrations avaient du mal à dire précisément à l'unité près le nombre d'emplois publics qu'elles avaient. Et donc il y a là effectivement un sujet qui préoccupe et qui alimente dans l'opinion l'idée d'une machinerie, d'une machine de l'État trop opaque, avec de la difficulté à être performant. Tout le monde veut prendre la parole. Jean-Sébastien. Parce qu'on est tout simplement beaucoup trop idéologique. Parce que la réalité, c'est que les chiffres, on les connaît. Sur les aides aux entreprises, on les connaît. Ça a mis combien de semaines aux sénateurs 6 mois pour les avoir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'accorde pas sur la définition de ce qu'est une aide aux entreprises ou non. C'est comme si je vous disais, on fait une surtaxe, parce que ça a été un amendement insoumis, une surtaxe sur les produits du luxe à 33%. S'agit-il d'un surpaiement d'impôts pour Bernard Arnault? Parce que vous voyez, tout est dans l'idéologie. Mais ne disons pas, parce que la fraude fiscale, par définition, c'est difficile à mesurer parce que c'est masqué. En revanche, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. C'est comme les déficits de l'État, on les connaît. L'État les connaît. Simplement, on les appelle d'une manière ou d'une autre parce qu'on veut présenter un visage ou un autre idéologique. Mais un chiffre n'est pas qu'objectif, un chiffre est politique. Enfin, oui, mais je suis d'accord avec vous, c'est l'interprétation qu'on en fait. Ça a toujours été le cas. Mais les chiffres en eux-mêmes... Moi, j'ai quand même une question autour de la Cour des comptes. Je veux bien qu'on en parle parce qu'elle passe son temps à soulever les tapis des administrations et puis qui nettoie la poussière, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, Pierre Moscovici, qui part le 31 décembre, a fait le bilan de son action tout à l'heure, là. Et donc, il a rappelé qu'il y a 40 ans, la Cour des comptes faisait un rapport tous les ans sur l'état de la France et les comptes de la France. Et maintenant, ils sont à 180 rapports chaque année. Donc, je ne sais pas si vous imaginez comment donc ils se sont emparés de tas de sujets, le musée du Louvre, la fraude fiscale. Mais qui ne sont pas contraignants. Donc, les alors justement, et il y a les chambres régionales des comptes qui font des rapports aussi. Non, mais c'est tout le débat, c'est que comme tous les rapports sont publiés, ça devient des sujets médiatiques. Donc, ils sont dans le débat public et dans l'influence publique. Et il y a un point qui, lui, est totalement objectif et qui est très intéressant, c'est que pourquoi on en est à ces déficits? On parle tout le temps de ces déficits. Parce que 2 années de suite, voire 3, je ne vais pas me tromper, Bercy s'est totalement trompé sur les anticipations de recettes. Ils ont fait des erreurs de calcul absolument incroyables sur leurs anticipations de recettes. Et donc, ça a été le choc Bercy a-t-il fait l'erreur ou l'Élysée leur a-t-il demandé de présenter telle version à la fin? Et donc, du coup, la Cour des comptes a demandé très officiellement à pouvoir contrôler les chiffres de Bercy. C'est-à-dire qu'on leur communique les chiffres et que eux, avec leur calculette, ils regardent... C'est le rapport aux finances publiques. Et ça ne leur a pas été accordé. Bercy a le monopole
monopole des chiffres en France. Il faut quand même savoir ça. Ouais. Bruno Cotresse, mais il nous reste 5 minutes, il y a encore pas mal de thèmes à aborder. C'est intéressant parce que cette Cour des comptes, effectivement, elle a réussi à se placer dans le débat politique et donc à être très critiquée. C'est ça qui est intéressant. Oui, voilà, elle est exposée. C'est un vrai bon progrès de notre démocratie, effectivement, qu'elle soit plus visible, que son nom soit connu par rapport à il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Maintenant, c'est vrai qu'avant, il y avait ce rapport annuel de la Cour des comptes qui faisait trembler tout le monde au moment où il sortait, alors que maintenant, on a régulièrement la Cour des comptes. Et je pense que Pierre Moscovici a marqué son action avec, effectivement, cette prise de parole il y a quelques mois quand il dit que nos déficits publics sont hors de contrôle, c'est le mot qu'il utilise. C'est sans doute un propos qui a marqué l'opinion et qui a sans doute beaucoup visibilisé le rôle de la Cour des comptes. Et un vrai gros sujet pour l'avenir qui est comment transformer, comment solidifier le rôle de la Cour des comptes pour qu'elle nous permette de ne pas revivre des épisodes de dérive des comptes publics. Donc effectivement, le sujet, c'est... Parce que c'est le garant de... Voilà, le garant, en fait. c'est le garant de tout. Et donc je pense que ça va être un beau sujet de réflexion sur nos réformes institutionnelles. Alors dans ce Money Time, là, ces dernières heures, derniers jours avant le vote du budget, il y a une question centrale, et ça sera notre dernier chapitre, il nous reste 4-5 minutes, c'est la question de la fragmentation, les divergences au sein même des familles politiques. Et c'est le Premier ministre lui-même qui en parlait cet après-midi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en commission mixte paritaire, vous aurez une copie qui sera celle du gouvernement initial et vous aurez une copie qui sera celle du Sénat, avec une Assemblée nationale qui n'a regardé que la partie recettes et qui n'a pas regardé du tout, une seule minute, à part un peu en commission, la partie dépenses. Et donc vous avez une désynchronisation très importante entre le Sénat qui a travaillé de nombreuses heures, de nombreux jours, de nombreuses semaines sur la partie 2 du PLF et une Assemblée nationale fragmentée que vous connaissez, dans lequel ce travail n'a pas été fait. Alors cette fragmentation, on la voit à l'œuvre, notamment, pas seulement, mais notamment au sein du parti LR, les Républicains. On va écouter Laurent Wauquiez, puis Bruno Retailleau. Laurent Wauquiez, président des députés républicains, du groupe républicain à l'Assemblée, il assume ne pas s'être opposé au budget de la sécurité sociale. Écoutez. Dans cette période, on a fait un choix, et je l'assume, qui est de donner de la sérénité un minimum au pays, un minimum de stabilité. Oui, d'avoir contribué à faire passer un budget pour l'assurance maladie et la sécurité sociale. Donc vous avez bien fait un deal avec le Premier ministre. Mais c'est pas un deal. Un compromis. Non. Vous avez topé dans la main. C'est un choix. Et le choix, je l'assume, on a fait le choix de ne pas s'opposer au budget de l'assurance maladie. Et alors au même moment, on zappait sur TF1, on trouvait Bruno Retailleau qui disait le contraire. Monsieur Lecornu gouverne avec monsieur Olivier Faure, le socialiste. Le vote d'ailleurs du projet de loi sur la sécurité sociale d'hier, c'est le triomphe de monsieur Faure d'ailleurs. Voilà. Eh bien, les socialistes demandent, pour le budget de l'État, je le dis, il faut que les Français le sachent, 10 milliards de dépenses supplémentaires et autant d'impôts supplémentaires. C'est non. Évidemment qu'à ces conditions-là, qui sont des conditions néfastes, mauvaises pour le pays, ça n'est pas acceptable pour nous. Mais est-ce que ça place ceux qui vont négocier dans cette commission mixte paritaire là, après-demain, vendredi, pour les LR, dans une situation, dans une posture compliquée? Ouais, je pense qu'il va y avoir sans doute des tiraillements, ce que vous disiez, entre un certain nombre de députés LR qui sont allés jusqu'à voter pour le budget de la sécurité sociale. Ici, on avait vu notamment Bruno Retailleau qui avait dit préférer une loi spéciale à un mauvais budget, assez jusqu'au boutiste. Le président du Sénat, au contraire, qui a dit faire un appel au recours au 49.3. Et en début de semaine, on a pu observer, en tout cas, des vraies divergences d'opinion. On sait que ça a vraiment été très compliqué. La réunion de groupe LR lundi, lorsqu'ils ont compris qu'il y avait les 5,3% de PIB de déficit. Et à quoi ça aboutit? On a vu un certain nombre même d'abstentions par rapport à ce budget qui avait été quand même entièrement à la main de la majorité sénatoriale parce que certains disaient non, les efforts qu'on s'est demandés, ils ne sont pas suffisants. Pour vous dire, même ici, au sein du même groupe, il y a donc un certain nombre de colorations différentes. Ça rend les calculs que vous citiez tout à l'heure, là, sur le nombre de députés, etc., quasiment impossible à faire. Chaque voix compte. Chaque voix compte. Pour moi, il y a ceux qui vont avoir peur de la loi spéciale, qui vont dire mieux vaut un mauvais budget que pas de budget. Et il y a ceux qui vont camper sur leur position en disant cette mesure-là est inacceptable et l'esprit est inacceptable. Pour la gauche, il faut un budget juste, ça tient en un mot. Et pour la droite, il faut un budget sans impôt. Voilà. Donc, comment naviguer entre ces deux
49.3, on verra. On verra. Valérie Lecable qui pousse pour l'utilisation du 49.3. Non, mais c'est tellement plus logique en fait. Je pousse à On verra bien. Et on se reverra sûrement à la rentrée pour savoir si oui ou non il a été utilisé. Merci beaucoup. Votre livre, Bruno Cotrez, avec Anne Muxel, Le vote sans issue aux presses universitaires de Grenoble. À très bientôt sur l'antenne de Public Sénat.